Bonjour à tous, bienvenue à cette session ISFAR qui va être consacrée à l'innovation pharmacologique en anesthésie. On va faire le point sur trois nouveaux médicaments de l'anesthésie et on va parler de tout ça avec le docteur Aurélie Goël de l'hôpital Bichat à Paris, le professeur Frédéric Aubrin des Hospices civils de Lyon et le docteur Franck Verdonck de l'hôpital Saint-Antoine et de l'hôpital Tenon à Paris. Et on va commencer tout de suite par Franck qui va nous parler de la eskétamine. Merci beaucoup, Stéphanie. Donc, en effet, le sujet de cette présentation me concernant, c'est la eskétamine. Avec peut-être une question, si tu parlais d'innovation pharmacologique, c'est la vraie question, c'est est-ce une innovation pharmacologique? J'essaierai d'y répondre et puis on verra si on a la même conclusion, tous, à la fin. Alors, la eskétamine, reprenons de manière un tout petit peu plus générale sur la kétamine. La kétamine qui est une molécule qu'on connaît bien, parce que ça fait maintenant près de 60 ans qu'on l'utilise. C'est une molécule dite chirale, donc c'est un mélange de deux énantiomères, l'énantiomère S, la S-kétamine, et l'énantiomère R, la R-kétamine. C'est un mélange racémique, c'est un mélange de deux énantiomères. Les énantiomères, ce sont des isomères qui se ressemblent, en tout cas qui sont symétriques. Si on prenait un miroir, ils sont parfaitement symétriques, mais pas du tout superposables. Et cette notion d'énantiomère est quand même un élément important et chaque énantiomère a une fonction particulière. S'ils ont une affinité pour un des récepteurs, en l'occurrence le récepteur NMDA commune, eh bien ils peuvent avoir des effets différents. Je prends l'exemple assez historique qu'on connaît tous, qui est le thalidomide par exemple, qui est aussi un mélange de deux isomères, de deux énantiomères, c'est une molécule chirale. Il y en a une qui avait des vertus antinauséeuses et sédatives et qui avait été utilisée, c'est la raison pour laquelle elle a été utilisée au cours des grossesses. Et l'autre énantiomère avait des propriétés tératogènes. Donc c'est vraiment, quand on a deux énantiomères, on peut avoir des fonctions différentes tout en ciblant les mêmes récepteurs. Et concernant la kétamine, c'est évidemment les récepteurs NMDA, glutamatergique. Et bien justement, cette conformation tridimensionnelle qui est particulière entre le S et la R-kétamine a un impact en particulier en termes d'affinité, si on va s'intéresser un tout petit peu à la pharmacologie de ces deux énantiomères et qu'on regarde par exemple les constantes d'inhibition. Eh bien, c'est donc la proportion, en tout cas la concentration d'une molécule qu'il faut pour couvrir ou pour couvrir 50% des récepteurs. Eh bien, on se rend compte que pour la S-kétamine, on a des constantes qui sont 3 fois à 4 fois inférieures à celles des constantes d'émission de la R-kétamine. Donc en réalité, la conclusion de ces données, qui sont des données in vitro, sont que la S-kétamine a une affinité 3 à 4 fois supérieure à celle de la R-kétamine pour les récepteurs NMDA. Et donc, si on considère le mélange racémique, potentiellement 2 fois supérieur, évidemment, en termes d'affinité au mélange racémique. Ensuite, un rapide rappel sur quels sont les mécanismes d'action de la kétamine en règle générale, de la S ou de la R-kétamine. Je pense que c'est important de le rappeler, on n'a pas encore une compréhension parfaite de ce qui se passe et comment cette kétamine est efficace, à la fois en termes de gestion de l'analgésie, mais également dans la psychiatrie, dans les traitements de la dépression. Donc tout semble passer néanmoins par les récepteurs NMDA. Il y en a différentes positions de récepteurs NMDA. Un des éléments pour l'instant clés, c'est les récepteurs qui sont à la surface des interneurones GABAergiques. Et lorsque ces interneurones GABAergiques sont stimulés par la kétamine, le récepteur NMDA étant antagonisé, il y a une levée de l'inhibition apportée par les récepteurs par les interneurones GABAergiques, ce qui va libérer dans la fente synaptique du glutamate, qui est donc un neurotransmetteur excitateur. Au sein de ce neurone, qui est donc le neurone postsynaptique, il y a également l'expression de récepteurs NMDA qui vont être bloqués évidemment par la kétamine, antagonisés par la kétamine, ce qui va entraîner une stimulation ou une activation des pathways dits mTOR qui vont être à l'origine d'une augmentation de la synthèse protéique, mais également de la synaptogénèse. Deuxième élément, c'est le glutamate ici produit dans la fente synaptique va activer les récepteurs AMPA, qui sont d'autres récepteurs glutamatergiques, qui vont proliférer à la surface des postsynaptiques. Et ces récepteurs AMPA, lorsqu'ils sont stimulés, vont être à l'origine de BDNF, qui va être également à l'origine de synthèse protéique neuronale et de synaptogénèse. Dernier élément sur lequel peut jouer la kétamine, parce qu'il y a des récepteurs NMDA, c'est les cellules microgliales et les cellules astrocytaires, et il va y avoir une inhibition de la recapture du glutamate. Donc voilà le panorama actuel de la pharmacologie ou de la physiologie d'action de la kétamine. Alors maintenant, si on fait un focus plus précis, parce que là je vous ai parlé d'un médicament, on est loin dans l'innovation, parce que ça fait près de 60 ans, je vous disais, la S-kétamine. Alors la S-kétamine, si on s'intéresse très précisément à l'AMM, qui a été obtenue en 2020,
concernant ce qu'on appelle l'Eschésia, qui est donc produit par un laboratoire, commercialisé par un autre, eh bien, il y a actuellement 4 indications reconnues d'utilisation de la eskétamine, en tout cas validées par l'ANSM, que sont l'initiation et la réalisation d'une anesthésie générale, la complétude d'une anesthésie régionale, on pourra en reparler, l'anesthésie et le soulagement de la douleur dans les situations d'urgence, et la 4e est le contrôle de la douleur dans la respiration artificielle, donc autant dire en soins critiques. Je rappelle, parce que c'est important de le citer, que la kétamine actuelle, celle qu'on utilise, la kétamine Panpharma qu'on utilise tous les jours au bloc opératoire, et pour l'instant des indications qui sont extrêmement restreintes finalement à l'anesthésie pure. Donc c'est considéré comme un agent anesthésique unique, soit comme inducteur de l'anesthésie avant l'administration d'autres agents anesthésiques, ou la potentialisation de médicaments que nous n'utilisons plus, qu'est le protoxyde d'azote. Donc finalement notre exercice actuel, et je pense que c'est un élément important, en anesthésie et en réanimation, sort de l'utilisation de l'AMM, en tout cas sort des clous de l'AMM pour l'utilisation de la kétamine. Alors, premier élément, si on veut parler de médicaments d'innovation, c'est évidemment regarder l'efficacité. Est-ce que ce médicament, la eskétamine, est-il efficace? Il a été utilisé dans d'autres pays, donc il a été utilisé largement en Europe, en Allemagne, très particulièrement dans les pays du Nord, la Suède, la Norvège, la Finlande. Les Pays-Bas, c'est des pays qui utilisent depuis un certain temps la kétamine, et puis d'autres pays, en particulier la Chine. Et on verra qu'un certain nombre d'études proviennent de Chine. Et je vous présente ici cette méta-analyse chinoise publiée dans le JCA, qui s'intéresse à la kétamine dans son utilisation périopératoire. Et évidemment, on s'attend aux mêmes effets que pour la kétamine. Et donc, lorsqu'on regarde à partir de... Alors là, c'est une douzaine d'études, 900 patients, randomisés, inclus dans des essais contrôlés randomisés qui testent l'impact de la eskétamine versus placebo, eh bien, on observe une diminution de la douleur au repos à H4 en post-opératoire qui est significative. On pourra discuter de l'impact clinique, mais en tout cas, c'est significatif. Et pour la douleur au repos à H24 également. Néanmoins, on n'a plus cette différence à H48, ce qui est un sujet. Donc, globalement, la eskétamine semble avoir un effet analgésique sur les 24 premières heures, qui d'ailleurs, lorsqu'on s'intéresse aux concentrations, aux posologies de morphine utilisées, eh bien, on a le même ratio, c'est-à-dire une diminution significative, du moins statistique, jusqu'à H24, et on n'observe plus cette différence à H48. Et je pense que c'est important de le comparer à ce qui existe actuellement en termes d'efficacité, de données sur l'efficacité de la kétamine sur l'analgésie. Je prends une grosse étude publiée dans le Molecular Psychiatry en 2023, donc également récente. On est sur des études récentes, donc ça reste une molécule qui est très intéressante. Là, en l'occurrence, sur la dépression post-opératoire, donc on reste sur le milieu périopératoire, mais dans le contexte de la dépression. Évidemment, dedans est travaillé également dans cette méta-analyse qui reprend 15 études, près de 3000 patients contrôlés, randomisés également, inclus dans des essais contrôlés randomisés entre kétamine versus placebo. Eh bien, on observe également les mêmes données que celles qu'on a observées pour la eskétamine, c'est-à-dire une efficacité sur la douleur à J1 qu'on ne retrouve plus ou presque pas à J3 et puis encore moins à J7. Donc, un effet précoce de l'impact de la kétamine sur l'analgésie post-opératoire. Donc, finalement, on voit que sur l'analgésie, on a une efficacité qui semble similaire. Alors, quelle est la difficulté de ce que je viens de vous présenter? C'est que globalement, je n'ai pas pu vous présenter une méta-analyse qui comparait l'efficacité de la eskétamine et la kétamine, qui est bien évidemment la question à laquelle je pense que beaucoup d'entre nous se posent. Est-ce vraiment mieux en termes d'efficacité? Mais on a très peu d'études, et c'est un sujet sur l'utilisation de ces molécules. On a très peu d'études comparatives eskétamine versus kétamine. Il doit y en avoir moins de 5 dans la littérature, dans le contexte périopératoire. Je vous présente celle-ci avec des méthodologies qui d'ailleurs sont toutes critiquables. Je vous présente cette étude, qui est une des études récentes, publiée dans le Legal Scientific Monitoring en 2020, qui testait justement différentes posologies de eskétamine versus la kétamine versus placebo dans un contexte de d'hystérectomie laparoscopique. Et lorsqu'on teste la eskétamine dite à haute dose, c'est-à-dire 0,5 mg/kg, on en parlera tout à l'heure, ou low dose, c'est-à-dire 0,25 mg/kg versus la kétamine aux posologies auxquelles on a l'habitude d'utiliser, qui est 0,5 mg/kg en bolus en préopératoire, versus contrôle, on observe ici sur la douleur, donc sur l'échelle de VA, que la posologie haute dose, donc à 0,5 mg/kg, semble plus efficace que la kétamine, à la racémique à 0,5 mg/kg ou que la low dose à 0,5 mg/kg. Et puis on a les mêmes effets significatifs et en faveur de la eskétamine à haute dose sur les scores de dépression. Donc très peu d'études contrôlées randomisées qui permettent réellement de comparer l'efficacité des deux molécules.
Mais je pense que c'est une des cartes maîtresses de la eskétamine, c'est les données de tolérance, parce qu'on a l'innovation, c'est très bien si on arrive à augmenter l'efficacité de certains médicaments. Il y a un autre élément que je pense très important, en particulier en médecine, c'est évidemment l'optimisation des traitements, et en particulier l'optimisation de la tolérance, si on considère, si on se place du point de vue patient. Et donc, idem, je reprends exactement les mêmes méta-analyses que celles que j'ai présentées tout à l'heure, et qui s'intéressaient évidemment aux effets également indésirables de la kétamine, qui sont assez classiquement décrits comme étant les nausées, vomissements, les céphalées, les hallucinations, les vertiges. Eh bien, on voit, encore une fois, dans cette méta-analyse de Molecular Psychiatry de l'année dernière, eh bien, que tous ces que la kétamine est productrice de ces événements indésirables de manière significative. C'est un réel enjeu. Et lorsqu'on s'intéresse aux données de tolérance de la S-kétamine, on est à l'inverse sur des événements indésirables. Alors, tous n'ont pas été travaillés, mais là, je parle des nausées-vomissements. Typiquement, il n'y a pas d'effet comparé au placebo de la S-kétamine sur l'incidence des nausées-vomissements et sur l'incidence des hallucinations ou des effets psychodyspeptiques, quelle que soit la posologie. Alors là, on se rend compte, et c'est un des sujets, et c'est une des difficultés d'interprétation des études, c'est qu'on peut utiliser et tester la kétamine dans plein de posologies différentes, dans plein de modalités d'administration différentes, les bolus plus infusion, que les infusions, les durées, c'est 24 heures, juste la durée du bloc, 48 heures. Je pense que ça, c'est un réel sujet d'interprétation de ces méta-analyses et de ces études, parce qu'elles, globalement, elles mélangent tout. Et on est sur, en général, un ratio qui est soit de 50%, voire moins, de bolus unique, qui est probablement ce qu'on utilise assez fréquemment, nous, ici en France. Donc, en termes de tolérance, des données méta-analytiques qui disent que potentiellement la S-kétamine est mieux tolérée que la kétamine dans les périodes périopératoires. Un autre élément qui me semble important à souligner aussi, toujours dans ce champ de la tolérance, c'est des données qui sont fournies par un laboratoire et qui sont extraits des bases de données pharmacologiques et d'événements indésirables européennes. C'est l'incidence des événements graves associés à l'injection de ce type de médicaments. Alors attention, encore une fois, on parle en volume de vente, et on va comparer par rapport à un volume de vente, ce qui ne veut pas dire qu'on sait exactement à qui ça a été prescrit, ni quelles sont les modalités encore plus. Est-ce qu'on est sur du bolus, est-ce qu'on est sur de l'infusion continue? Eh bien, on se rend compte qu'on a un nombre d'événements indésirables graves déclarés de 72 pour la S-kétamine, de 1800 pour la kétamine, ce qui fait au nombre d'ampoules vendues un ratio d'événements indésirables graves qui va de 6 à 100. Donc un autre élément plutôt favorable en termes de tolérance pour la S-kétamine, avec quelques données, attention, ce n'est que des case reports, qui disent que la S-kétamine a probablement en effet beaucoup moins d'effets indésirables hépatotoxiques, qui sont ce qui est décrit sur l'utilisation de la kétamine, mais de l'utilisation forte ou prolongée de kétamine. Et donc c'est un peu l'inconvénient, c'est qu'on a des données, mais on ne sait pas si la S-kétamine a été injectée en bolus, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que si elle avait été injectée sur du long terme. Donc des événements indésirables graves en faveur de la S-kétamine, en défaveur de la kétamine, ce qui pousserait l'utilisation de la S-kétamine. Alors pourquoi est-ce qu'on a parlé d'un coup d'un seul comme ça de S-kétamine? Pourquoi ça arrive comme ça sur le marché? Alors évidemment, il y a l'AMM 2020, mais je pense que c'est beaucoup expliqué également par ce qui se passe dans le champ de la psychiatrie. Dans le champ de la psychiatrie où la S-kétamine a été poussée de manière très forte, en particulier par un laboratoire et Johnson, et surtout, et c'est peut-être là l'innovation, par une modalité d'administration qui n'est pas celle qu'on a l'habitude de voir, nous, qui est l'intraveineux. Ici, ils sont passés, Johnson a développé la S-kétamine sous le format du spray intranasal, du spray nasal, avec donc l'injection de kétamine par spray qui est quand même, on imagine, un élément de simplification de l'utilisation de la S-kétamine. Et donc avec des très beaux essais, un essai publié dans le New England Journal of Medicine en 2023 qui teste la S-kétamine en spray plus la kétiapine versus kétiapine seule chez les patients qui présentent des dépressions résistantes, ou en tout cas en deuxième ligne de traitement. 600 patients, on a un taux de rémission à 8 semaines qui est en faveur de la S-kétamine en spray. Mais on va voir juste après là que typiquement sur la droite, une méta-analyse, parce qu'évidemment plus il y a d'essais cliniques sur la S-kétamine en spray, plus il y a de méta-analyse derrière. Et là, une méta-analyse publiée dans un des journaux du Lancet qui met en évidence qu'en réalité, kétamine intraveineuse, peut-être c'est aussi bien que la S-kétamine, en particulier sur les hautes doses de kétamine. Donc on voit qu'on a quand même un espèce de combat, et je pense que ça c'est important de le noter, entre ce qui est développé par les laboratoires et puis ce qu'on connaît déjà dans les littératures et ce qu'on utilise déjà depuis longtemps. Et là, je présente, je trouve, une approche intéressante, en tout cas, d'une équipe australienne qui dit, en fait, la kétamine, on sait depuis les années 2000 que la kétamine, c'est une drogue utile pour la dépression. Et ça fait 20 ans qu'on le sait.
Et en fait, il n'y a rien qui s'est développé. Pourquoi? Et c'est un peu tout l'enjeu, je trouve, de leur approche, c'est de dire peut-être que globalement, en termes de santé publique, on a des petits sujets sur comment est-ce qu'on valorise la transformation, les nouvelles indications pour des drogues qui existent depuis très longtemps. Parce qu'en réalité, on n'est pas, nous, équipés académiques, et on voit ici en orange tous les essais académiques qui ont porté sur la kétamine. D'ailleurs, on voit qu'il y en a une grande majorité qui n'a pas été terminée, qui n'a pas été jusqu'au terme. Mais globalement, on n'est pas capable, nous, académiques, de pouvoir pousser des nouvelles indications pour une molécule qui existe depuis longtemps, parce qu'on n'est pas équipé pour. Et du coup, ça favorise le développement industriel de nouvelles molécules comme la S-kétamine, mais avec du coup des éléments positifs, et je pense en particulier en termes de modalités d'administration, mais finalement qui en termes de coûts pour la société sont très importants, puisque maintenant la S-kétamine en spray, ça se vend 600 à 900 $ l'ampoule, alors qu'on sait très bien que la kétamine, on est sur des prix inférieurs à 1 euro. Donc pour revenir sur la S-kétamine, et je pense que c'est important de le souligner, l'ANSM a sollicité la HAS pour un avis de la commission de transparence sur le service médical rendu et sur l'ASMR, et donc qui est l'amélioration du service médical rendu. Sur le service médical rendu, il est considéré comme important sur tout ce qui concerne l'anesthésie, la gestion de l'analgésie et l'anesthésie en médecine d'urgence et la réanimation. Donc il est considéré comme important, service médical rendu important, insuffisant pour ce qui est de la pédiatrie, ce qui est de l'anesthésie locale ou en adjuvant à l'anesthésie loco-régionale. En ASMR, à l'inverse, on est sur du inexistant, c'est-à-dire que la S-kétamine ou l'impact de la S-kétamine a été comparé à la kétamine, et là, très peu d'études, comme je vous ai dit, et pour les seules études qui existent, elles ne sont pas suffisantes pour dire qu'il y a un réel bénéfice de la S-kétamine versus la kétamine en termes d'amélioration du service médical rendu. Et je cite ici une information de la SFAR publiée en 2022, et je pense qu'elle est importante parce que globalement, il cite que la kétamine à 50 et 250 mg/kg peut poser des sujets d'erreur médicale s'ils sont mélangés à la S-kétamine dans un même centre. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on se rend compte que ce sont, en termes de présentation, des ampoules qui ressemblent vraiment de manière très claire aux ampoules de kétamine qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc il peut y avoir un réel enjeu s'il y a deux types d'ampoules qui sont présentes au sein d'un même centre, d'erreurs d'administration. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les recommandations actuelles d'utilisation de la S-kétamine, c'est 50% des posologies de ce qu'on utilise actuellement avec la kétamine racémique. Donc, en termes d'induction, du 1 mg/kg versus du 2. En termes de gestion de l'analgésie, on est plutôt sur du 0,25 mg/kg versus du 0,5 pour la kétamine. Donc, attention, posologie, ça c'est un élément clé. C'est très simple, c'est divisé par 2, mais les posologies recommandées sont divisées par 2 par rapport à celles utilisées. Donc, je pense qu'il y a un réel enjeu à privilégier un changement groupé sur l'ensemble d'un groupement hospitalier ou d'un groupement de clinique, si c'est fait, et ne pas mélanger la kétamine et la S-kétamine au sein d'un même établissement. Donc, pour conclure, il y a un réel sujet sur le défaut d'études cliniques, en particulier concernant l'efficacité, qui compare la kétamine à la S-kétamine et qui nous permettent de dire que la S-kétamine est un médicament révolutionnaire. Sur l'efficacité, probablement pas. Potentiellement, et je pense que c'est un élément important, une meilleure tolérance, mais il reste encore une fois peu d'études comparatives, donc c'est difficile à vraiment valider, mais cette meilleure tolérance possible, et je pense un argument qui est très en faveur de la S-kétamine. Deuxième élément très en faveur de la S-kétamine, c'est que globalement notre utilisation en anesthésie-réanimation sera beaucoup plus proche de l'AMM, on sera plus hors AMM concernant la kétamine. Mais après, tout ça est négociable, mais globalement, je pense que c'est un élément qui est intéressant également. Je n'ai pas cité, il y a un profil pharmacocinétique qui est probablement en faveur de la S-kétamine aussi, dans le sens où les demi-vies d'élimination sont plus courtes, seraient de moitié plus, en tout cas 2 fois plus courtes que les profils d'élimination de la kétamine, ce qui permettrait potentiellement une utilisation plus importante en ambulatoire, où on sait que la kétamine pose question. En pratique, vraiment 2 messages clés. C'est 1, les posologies sont divisées par 2 pour obtenir a priori le même effet. En tout cas, c'est les recommandations. Et deuxième élément, attention aux erreurs d'administration, pas de coexistence de ces 2 types de molécules au sein d'un même centre. Maintenant, pour revenir à la question initiale qui était « parle-t-on d'innovation pharmacologique ?» Je pense qu'on ne parle pas d'innovation pharmacologique au sens moléculaire du terme, mais bien d'innovation plutôt en termes d'administration, de modalité d'administration. Typiquement, l'utilisation du spray nasal me semble être, une innovation. Voilà, merci. Merci beaucoup, Franck, pour cette présentation. Et justement, pour rebondir sur cette présentation sous forme de spray nasal qui a vraiment poussé l'essor de cette molécule en psychiatrie,
Est-ce que tu penses que ça pourrait avoir un intérêt ou est-ce qu'on a des données dans la littérature sur cette présentation-là en pédiatrie, par exemple, pour l'anesthésie pédiatrique? Alors, il n'y a pas d'utilisation, enfin, en tout cas, actuellement, il n'y a pas de recommandation sur l'utilisation de ce spray nasal en pédiatrie. Ça n'a pas été utilisé ni testé en pédiatrie sous le format de spray nasal. Néanmoins, justement, je pense que ça peut être, mais encore une fois, il n'y a pas du tout de recommandation sur le sujet, ni sur l'intraveineux, la eskétamine intraveineuse, ni sur le spray, hein, bien au contraire. Mais typiquement, je pense que c'est, en termes d'innovation, on peut imaginer que sur la réalisation de gestes douloureux aux urgences en pédiatrie, eh bien, qu'on puisse s'affranchir de la pose de la perfusion, qui est nécessaire lorsqu'on prend en charge certains patients pédiatriques pour des gestes qui peuvent être douloureux et qui nécessiteraient la kétamine. Donc je pense que ça peut être typiquement le type d'approche innovante d'utilisation de la kétamine en pédiatrie. Mais encore une fois, attention, aucune donnée, c'est vraiment juste c'est plutôt un sentiment qu'une donnée. Tu nous as évoqué aussi l'utilisation en tant qu'adjuvant de l'anesthésie loco-régionale, mais sans vraiment préciser. Il y a des données là ou pas? Alors très peu, il y a eu, je crois, une poussée du laboratoire pour dire c'est un médicament qu'on peut utiliser en adjuvant de l'anesthésie loco-régionale, en particulier l'anesthésie périmédulaire. Je rappelle encore une fois, il est absolument contre-indiqué d'utiliser la kétamine et a priori la S-kétamine également en adjuvant de l'anesthésie loco-régionale ou périmédulaire, je veux dire vraiment dans l'espace périmédulaire. Utiliser la kétamine potentiellement en adjuvant, c'est-à-dire en médicaments comme sur la dexaméthasone, pourquoi pas, mais il n'y a pas beaucoup de données sur l'intérêt. Alors, ça a été basé sur une étude qui comparait l'utilisation de la S-kétamine en adjuvant intraveineux à l'anesthésie loco-régionale, dans un contexte où c'était comparé à rien ou aux AINS. Donc, il y avait un effet favorable de la kétamine, dans un protocole qui était designé pour montrer l'effet de la S-kétamine. Donc, bon, on n'est pas dans la méthodologie parfaite pour dire qu'il faut utiliser la S-kétamine en adjuvant intraveineux de l'anesthésie loco-régionale. Ça a été un débat, je crois que ça a été absolument arrêté par les discussions à la commission de transparence. Mais, donc, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, en SMR et ASMR, on est proche du faible ou de l'inexistant pour la S-kétamine en adjuvant de l'anesthésie loco-régionale. Ce qui est sûr, c'est pas dans le premier anesthésique local. Ça, c'est très important de le rappeler. Non, mais voilà, on a tout testé sur la kétamine. Enfin, on a tout testé dans l'espace périmédulaire. Voilà, ne testons pas la kétamine. Enfin, j'espère que personne n'aura l'envie d'essayer. Enfin, voilà, après. Bon, merci beaucoup.